Bonjour à tous, bienvenue podcast DLEDMV. Aujourd'hui, un sujet qui va vous rappeler sûrement votre jeunesse. Donc pour ça justement, deux compagnons spécialisés dans le tuning. Alors, Bruno spécialisé dans le tuning. Ouais, j'ai bossé dans 2 boîtes de tuning, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Et Martin, je crois que c'est toi qui as inventé le mot tuning, hein, Martin. Tu crois? Le rencard du vendredi soir, c'est. Ah, c'est. Je sais pas. Que tu as déposé le brevet, c'était en quoi? En 80, 92, 93? À l'époque, je roulais encore en VTT cadre 14 pouces, donc non, c'est pas moi. Je vais pas mettre de spirit là. Voilà. Non, justement, je crois que le tuning, c'est pas trop ton kiff, hein? Bah, pour paraphraser un célèbre trio de comiques français, on va dire qu'il y a le bon tuner, il prend une caisse, il la tune, et puis il y a le mauvais tuner, il prend une caisse et il la tune, tu vois. C'est en fait, il y a une nuance. Je trouve que c'est un mot qui est trop général parce qu'il englobe trop de choses différentes. Et ouais. Est-ce que tu as un passif justement dans le tuning, toi? Ouais. Ma première auto était un Super 5 Baccarat rabaissé avec un glace teinte, avec des jantes en 14 pouces, avec les ailes Testarossa, Soto, tout le bordel. Enfin bref, une caisse d'un goût exquis, mais jusqu'aux ailes Testarossa, j'allais dire soft. Ouais, mais c'était les petites, hein, c'était pas le kit. Ah d'accord, ok, c'était pas le kit Jima avec les prises d'air en plastique fermées. Voilà. Bon, et toi, Bruno, tu nous as dit, toi aussi, donc tu as eu moi, j'ai eu aussi avec le tuning. Ah oui, j'ai eu un passif. J'ai squatté pas mal un magasin qui était connu à l'époque pour passer dans les GTI Mag, Maxi Tuning, compagnie, ça s'appelait Radical Car. Ouais. C'est tous ceux qui faisaient des projets qui finissaient dans le top 20 à Namico. Et après, à côté de ça, une fois que ce magasin-là a fermé, j'ai squatté au full option, toujours sur Thionville, qui faisait aussi des projets tuning. Puis moi aussi, j'ai eu un lourd passé tuning aussi, avec des caisses, attention, modifiées proprement, il n'y avait jamais de kit carrosserie, c'était juste posé et des jantes. D'accord. Alors, moi, pour ne rien vous cacher, j'ai été vendeur chez Stand 21. Je sais pas, donc si vous voyez, ça commence à dater. Yes. J'étais vendeur chez Stand 21 à Avignon. Et à l'époque où le tuning commençait, donc ça devait être il y a 24 ans, 25 ans. À l'époque où le tuning était donc 95, à l'époque où le tuning était en plein essor. Et donc, j'ai vendu des kits Customorphos, des jantes alu, voilà, on vendait les accessoires tuning avec tous les catalogues qui allaient bien. Et on avait monté un club tuning qui s'appelait le Style Tuning Club Avignon, le STCA. Donc, moi, à l'époque, j'avais une Corsa GT, rabaissée, ligne inox, tout comme maintenant. Mais j'étais déjà dans le tuning soft. Voilà, pas de kit carrosserie. Mais par contre, ouais, à l'époque, on faisait, tu sais, les top 10, les shows SPL. Le concours de rupteur était pas encore arrivé. Je vais même vous raconter une anecdote. Allez, il faut que je le dise. J'avais fait un concours tuning avec un pote à Saint-Zacharie, avec mon meilleur pote. Donc, Saint-Zacharie, c'est un petit village qui est à côté d'Aubagne, dans le 13, dans le 83. On est à la frontière du Var. Et on nous avait mis juge Volkswagen. Voilà. Bon, déjà, à l'époque, honnêtement, on était cons. Moi, j'étais très con déjà à l'époque. Et en fait, avec mon pote, on passait devant les bagnoles, on ne demandait pas les proprios. Et en fait, pour nous, juge Volkswagen, c'était simple. Elle nous plaisait, elle nous plaisait pas. Voilà. Donc, on arrivait, nous, on laisse, elle est moche. Et hop, on se barrait. Voilà. Un peu, tu sais, comme les mecs qui commandent sur les réseaux sociaux maintenant. On était vraiment dans la mode. Et en fait, on est passé devant un Corrado qui était pourri, niqué, machin, ceci. Il me dit, ouais, on va pas voir ça. Regarde, il est pourri, on ne met pas, Et quand on a remis quand il y a eu en fin de journée la remise des prix, il y avait d'autres potes qui étaient juges, juge Peugeot, juge français, juge BM, machin. Il y a eu un bordel à la remise des prix parce que tous les mecs qui avaient des Volkswagen sont venus gueuler. Parce que personne n'a eu de prix dans les Volkswagen, et les mecs ont dit, ouais, mais pourquoi nous? On n'a pas vu les juges, personne n'est passé, c'est quoi ce bordel? Et ce mec qui avait ce Corrado, en fait, il l'avait swappé VR6. À l'époque, je vous rappelle juste qu'en 95, le swap, c'était, voilà, quoi, c'était pas tendance, quoi. C'était comme le kit. À l'époque, tu mettais un kit admission direct, tu mettais un pot d'échappement Rémus, et t'étais le king du parking, quoi, déjà.
Donc déjà, le swap, le mec, il a fait un billet, et c'est vrai, je reconnais, donc tout le monde a dit, ils sont où les juges Volkswagen? Nous, avec mon pote, on était déjà à moitié torchés, on s'en battait complètement les couilles. On a foutu un bordel parce que et c'est là où je me suis dit, putain, mais les mecs, ils se prennent quand même vachement au sérieux. Déjà à l'époque, hein, le tuning, waouh, moi je me rappelle sur des gros meetings GT2i à les deux noms, je sais pas si vous l'avez vu passer sur les GTI Mag, il y avait un break Volvo 850 orange qui avait été fait par Customorphose, je crois, avec des gens de Parotech en 18 machin. Et je me rappelle les mecs qui débarquaient, les gens allaient le voir pour lui dire, vous avez fait quoi tu? Ah non, c'est secret. Moi, c'est ce qui m'a après un peu fait décrocher de cette mentalité. Et c'est pour ça que maintenant, je me suis un peu foutu de la gueule dans certains articles. Le mec, c'était un ingénieur de Formule 1. Ouais, c'était ça. Tu sais, les mecs, ils mettaient tous à un moment la lame inférieure, la lèvre inférieure de Renault Laguna. Tu dois t'en rappeler, Bruno? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, on mettait la lèvre inférieure de Renault Laguna. Les mecs, ils arrivaient tous avec ça. Tu disais, toi, c'est quoi? C'est une lame de Laguna? C'est presque qu'il fallait faire messe basse parce qu'il fallait pas que ça. Tu disais, mais mec, attends, tu viens pas de sauver une vie, t'as pas fait une opération à cœur ouvert, tu viens de poser une lèvre inférieure de. Donc ça me faisait un peu marrer parce que les mecs, il fallait pas dire ce qu'ils avaient fait. Tu devais faire au moins 8 casses pour trouver une lame de Laguna. C'est pourtant, il y avait chacune 6 Laguna sur le parc, toutes les lames étaient parties. Alors moi, mon image du tuning, c'est que les mecs, souvent, comme je leur vendais des accessoires, souvent, ils commençaient, mais ils savaient plus s'arrêter. Et c'est là où après, ils tombaient dans le mauvais goût. Et j'ai connu aussi, je sais pas si vous vous rappelez, le tuning autocollant. Ah oui, le mec, il a la bagnole d'origine, 4 enjoliveurs achetés, tu sais, dans les bacs à 2 €. Enfin, à l'époque, c'était à 10 francs. Le bac à 10 francs chez Noroto où ils écoulent le stock. Le mec, il a acheté 4 enjos. Chez lui, il est repeigné pour essayer, bien sûr, ce qu'il fallait personnaliser. Et moi, il venait, j'avais un gars comme ça sur Avignon. Il était une fois par jour au magasin et il me disait, t'as reçu des stickers. Il avait une Corsa. En plus, une Corsa, sûrement une Corsa Steffi, 1,5D, 5 portes. Donc, le truc un peu tromblon. Une Corsa B. Non, une Corsa A, pardon. Et dès qu'il avait des stickers, il foutait des stickers de partout sur sa bagnole. Voilà. Donc, il avait fait un tuning autocollant. Il était gentil. Donc, nous, par pitié, on l'avait pris. S'il nous écoute, c'est le pauvre, je sais pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. Il était, on l'avait pris avec nous dans le club. Et, tu sais, t'as besoin d'un quota comme ça dans le club. Tu sais, le mec dont t'as honte. Mais c'était rigolo déjà à l'époque. Bon, moi, j'ai toujours admiré après le boulot parce que notamment le tuning espagnol, les mecs, ils ont des niveaux de préparation. Il y a des trucs, tu reconnais même plus la bagnole à la fin. Alors, c'est pas ma tasse de thé, hein. Putain, franchement, je vais pas aller me palucher dessus. Mais par contre, quand tu regardes des fois le niveau de la peinture, le niveau des finitions, moi, honnêtement, je leur tire mon chapeau parce que les mecs, c'est du haut level, quoi. C'était impressionnant, mais pas beau, quand même. C'est pas, voilà. Après, moi, si tu veux, je dis pas, c'est pas mon truc. Ça me plaît pas. Bon, c'est pas forcément mon truc, mais le taf est là. Du boulot. Ouais, le taf est là, même au niveau des selleries, parce que les gars, il y en a. Tu sais, à un moment, ils faisaient les tableaux de bord en résine, où ils intégraient les haut-parleurs. C'était un truc de malade. Après, il y a quand même eu. Bon, j'ai fait le putain. Non, mais là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, le tuning, ça a été une partie de ma vie quand même. J'ai fait le tout premier Paris Tuning Show. À l'époque, c'était au nord de Paris, là. C'était au Bourget. Au Bourget. J'avais fait le tout premier. J'avais ma Corsa. J'étais allé au tout premier Paris Tuning Show. Et il y avait des voitures. Vous devez vous en rappeler. Il y a eu des caisses de tuning qui étaient aussi connues qu'aujourd'hui certaines caisses on va dire quand on regarde les Gas Monkey, Cheap Foods, des trucs comme ça. En France, il y avait des références du tuning. Il y avait les. Rappelle-toi tous les projets de GTI Mag qui t'offraient pendant le oui, tu gagnais une fois par an quand ils faisaient le GTI international à Manicourt. Il y avait le projet GTI Mag qui était à gagner en concours. C'était des caisses de référence. Il y avait le choix de bagnole. Et tu avais Parotech aussi, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, il y avait Parotech, qui faisait des gens qui avaient fait une Parotech qui était importateur des pneus Bridgestone, si je dis pas de conneries. C'est pas Yokohama? Ou Yokohama, ouais, c'est ce que. Et qui a été le premier à importer une R34. La première R34 Skyline, R34 grise, qui servait de promotion à Yokohama en France. Ça a été un des premiers. C'est un peu, d'ailleurs, c'est un peu Parotech qui a lancé la mode, entre guillemets, japonaise, en France, hein. Il y a eu Fast and Furious et Gran Turismo qui a fait découvrir à beaucoup de mecs les caisses japonaises, mais le premier qui a osé les faire venir et qui a commencé,
Ce que j'allais te dire, Parotech, ça doit te parler à toi. Ils avaient fait un break-accord absolument monstrueux. Ouais. Et, un aérodeck, quoi. En bas et était terrible. Bordeaux ou violet en haut, là. Ouais. Il était avec du 19 pouces qu'ils avaient foutu dessus en jante. Je crois que souvent c'était la première bagnole qui avait une monte pareille, parce que déjà à l'époque 18, c'était un truc de fou. Mais là, ouais, ils étaient vraiment allés très loin. Après, alors justement, parce que j'avais fait un article, je crois, il y a 2-3 ans ou 4 ans, le tuning est mort, paix à son âme, un truc comme ça. Bon, est-ce que le tuning est vraiment mort? Parce que finalement, ce qu'on aime, nous, ce dont on parle, justement, on va parler de ce mot tuning. Parce que, alors c'est vrai que les années 90, fin 90, début 2000, il y a tellement eu d'atrocités dans le tuning que ça a rendu le mot péjoratif, en fait. Mais aujourd'hui, le tuning à la base, c'est modifier un élément d'origine. Donc, quelque part, ta caisse, même aujourd'hui, quand tu fais du stance ou quand tu fais du resto mode, entre guillemets, tu peux classer ça dans une... Tu sais, j'ai l'impression que les mecs, ils ont inventé d'autres mots, histoire qu'on dise non, c'est pas du tuning. Ouais, ils s'assument pas, ouais. C'est ça. Faut dire aussi que tu as eu des émissions de télé qui mettaient toujours la crème des crèmes en avant aussi. Ah, il y avait Pin My Ride qui était assez violent, surtout Pin My Ride, ça partait n'importe. Alors aux États-Unis, ils étaient complètement gueudins. Le mec, il te foutait un billard, il te foutait un aquarium, il te mettait un spa dans le cul d'une. C'était hallucinant. Bon, ils ont essayé de faire une version française. D'ailleurs, je pense que vous vous en rappelez avec Jerry. Ouais, c'était Ramsey qui présentait, c'était Jerry qui était entre guillemets le chef d'atelier, le roi du projet. Et je sais pas si ça. Alors, je pense qu'heureusement que les gens l'ont oublié ça, Jerry de Pimp My Ride quand il a fait Wheelers Dealers version française. Mais c'est vrai que bon, y avait, oui, puis il y avait des spécialistes au niveau. Après le tuning quand même, bon à malin. Alors faut pas oublier. Pour moi, allez une question, Gordini, c'était du tuning ou pas? C'était un préparateur, oui. Quelque part. De la voiture, oui. Ouais. Quelque part, Gordini, Abarth, Koenig, toutes ces marques aujourd'hui où les mecs, tu prends un Testarossa, Biturbo, Koenig, ça fait toujours discuter, mais enfin, c'est des caisses. AMG, c'était du tuning. Hein. Un Mercos AMG Hummer. C'était du tuning quand même. Donc c'est pour ça que bon, moi j'ai pas trop ce truc péjoratif du tuning. Quand tu sais, souvent c'est les vieux, quand tu sors avec ta bagnole, moi je vois sur la Jag, mais j'entends 18 de bricole, tu fais le plein ou tu vas prendre ton pain, il y a un vieux, il la regarde, t'arrives, tu dis, vous avez fait du tuning. Je vais pas lui dire non le mec, parce qu'on va pas commencer à rentrer dans un débat philosophique. Et puis le mec, quelque part, je pense pas que lui, dans sa tête, ce qu'il est en train de te dire, ce soit péjoratif ou ce soit agressif, quoi. Mais non, le tuning, ça fait partie de tout ça. Je trouve qu'en fait, le tuning a mûri parce que il reste encore ces parties tuning vachement, comment dire, grosse métamorphose, voilà, de la voiture. Tu sais, parce que c'était la tendance, hein. Tu prenais une 106, tu foutais des phares de Punto, tu foutais des feux d'Opel Vectra, tu foutais. Je pense que ça existe encore aujourd'hui, sauf que les mecs, je pense, se font un peu discrets parce que la tendance est un peu passée de mode. On n'est plus sur du tuning de discrétion aujourd'hui qu'on appelle le stance, qu'on appelle le slam, qu'on appelle le RI, toutes ces conneries-là. Mais bon, est-ce que le tuning a réellement disparu? Bon, pour moi, il a évolué, quoi, je pense. Ouais, je pense aussi. Tu vois, il y a eu une évolution, c'est sûr, et niveau esthétique, c'est pas un mal. En fait, moi, j'adore les bagnoles. Donc, une bagnole qui est, on va dire, rendue mieux qu'à l'origine, puisque le tuning, à la base, c'est de ça. Ça vient du verbe to tune, régler. Et tu faisais allusion tout à l'heure à Gordini, aux préparateurs allemands comme AMG, comme Koenig ou comme Schnitzer. Et à la base, les mecs, ils prenaient une bagnole et ils la rendaient meilleure qu'en sortie de concession. Elle tenait mieux la route, elle était plus performante, elle était un petit peu plus jolie extérieurement, elle avait un intérieur un petit peu mieux équipé. Tu vois, il y avait une volonté d'optimiser le véhicule. Et en fait, dans le tuning, on va dire, franchouillard, moi, j'ai pas trop senti ce truc, quoi. Tu sais, à la grande époque, fin des années 90, début des années 2000, quand tu voyais des bagnoles, mais avec des kits carrosserie de l'espace, posés à l'arrache avec 25 kilos de mastic, la sono boum boum dans le coffre, et puis au final, quand tu regardais, même si elle arrivait à peu près à avoir une gueule,
sous le capot, tu avais un 1,9 litre de 55 chevaux. Ah, c'est ça. Ouais. Tu te dis, putain, mais elle est où l'optimisation, quoi? Pourquoi tu as fait ça? Ça partait de base absolument improbable. Tu voyais mais des tripes comme des escortes Orion, 1,8 litre diesel, enfin des trucs phénoménaux, tu vois. Alors après, si le mec est dans son kiff, bah ouais, il a raison, il se fait plaisir. Mais au final, la question qui reste, c'est tout ça pour ça, quoi. T'arrives avec un résultat esthétiquement discutable, avec un investissement financier et en travail qui est conséquent, voire même immense dans certains cas. Et tout ça pour avoir une trip qui passe plus les dos d'âne et qui plafonne à 120 sur autoroute tellement tu l'as alourdi. Enfin, c'est chaud. Tu me diras, on le voit toujours un peu dans le stance aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus discret, on va dire. Parce que les kits carrosserie, c'est surtout ça. C'est vrai, à l'époque, tu avais Dima, tu avais Rieger, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, Rieger qui faisait des kits monstrueux. Moi, j'avais un pote qui avait une Polo avec un kit full Rieger. C'était un truc de malade. Et sur la région, là, on le voyait régulièrement sur les concours. Il avait une escorte cabriolet avec le kit large rigueur. C'était franchement, c'était beau, sauf que la plupart du temps, avec le temps, tu sais, les joints craqués, machin. Ouais, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Il y a eu les tendances du tuning, les mecs qui enlevaient les poignées de porte, les mecs qui enlevaient les antennes lissées. Le fameux essuie-glace DTM. Où on en mettait qu'un à la verticale sur le rétro. Il y a eu ces tendances aussi dans le tuning. Les rétro M3. Ouais, les rétro M3, les bas de caisse M3 aussi. Il y avait les fameux bas de caisse d'M3 E36 qui s'adaptaient de partout. C'était même lourd. Moi, je vois aujourd'hui, je l'ai dit dans des articles, aujourd'hui, putain, c'est devenu presque une tendance. Les mecs, ils ont une E36, ils la posent, ils veulent l'habiller, kit M3. Presque aujourd'hui, le mec qui fait autre chose qu'un kit M3, tu dis, ah, enfin, un mec qui a fait différent, quoi. Mais c'est vrai que, oui, je te rejoins. Aujourd'hui, on l'a encore un peu dans le stance, hein. Tu vas sur un rasso de stance. Alors bon, là, il y a le Air-Ride qui est venu les aider. Aujourd'hui, le concours, tu te dis presque, c'est d'être en statique et rouler le plus bas possible. Moi, je l'ai fait jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je pouvais même pas sortir de chez moi parce que ma caisse, elle passait même pas au crochet de mon portail. Le truc qui faisait 3 cm et je passais plus. Je passais sous ma bagnole, vous savez, les mini briquet-bic. Ouais. Voilà. C'était le maximum que je passais sous ma Mazda et je frottais même sur les graviers, quoi. Donc, c'est rigolo, hein, mais je te dis pas, quand tu roules là-dedans et que tu vas engouffrer un truc sur la bagnole, au dernier moment, tu te fais des putains de crampes aux fessiers en te disant là, c'est bon, je vais tout arracher. Tu sais, c'est du pile ou face. Hein. Ça passe ou tu arraches tout. Hein. Donc bon, et c'est de pire en pire, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Alors, il n'y a plus de kit, mais il faut rabaisser. Il y a les cambers qui sont débarqués. Les cambers, je trouve, c'est le pire truc que j'ai jamais vu. Quand tu regardes un petit peu la bande roulante qui reste en contact au sol, mais la caisse, elle est absolument inconduisible. Le camber, c'est juste pour rabaisser encore plus. Ouais, mais tu casses ton fitement et tu rabaisses ta caisse, mais c'est vrai que… Quand la caisse, elle est posée sur la pelouse au meeting, je reconnais que ça peut avoir de la gueule, mais quand tu rentres chez toi, je dis, mais le moindre virage, si tu prends à plus de 12 km/h, tu décroches et tu finis dans le trottoir. Quoi. Ah ouais. C'est chaud. Moi, je reconnais que, tu vois, j'aime bien ce côté extrémistes et limite caricaturaux que peuvent avoir les Japonais. Ouais, genre les Bosozoku, quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi, c'est ça que j'aime bien dans la culture japonaise, c'est que les mecs, ils ont… Après, honnêtement, souvent quand tu vois même un peu comme le tuning espagnol ou portugais, quand tu vois le level, même souvent la caillasse et les modifs qu'ils ont faites, je te rejoins, hein, pour avoir, il y a eu une fameuse, un coupé Celica qui a tourné sur le net il y a quelques années, c'était même plus du camber. La caisse, il aurait pu mettre les roues à l'horizontale, il les faisait. Hein. Moi, encore une fois, tu vois, c'est pas mon kiff, mais ça me fait délirer. Je me dis, putain, les mecs, ils sont couillus d'y aller. Alors, je suis comme toi, l'esprit cartésien fait, mais ça sert à rien, quoi. Mais putain, je me dis, les gars, ils sont quand même bien barrés dans leur tronche, quoi. Comme les Bosozoku, ouais. La finalité d'une caisse, ça reste de rouler, quoi. Ouais. Quand tu vois, tu parles du tuning japonais. Quand tu prends une caisse, comme j'aime toujours regarder un peu ces vidéos et voir les bagnoles qu'ils font, une bagnole équipée Touguet, tu vois, une vieille AE 86 ou une Silvia S13, avec des belles jantes Watanabe, les extensions d'ailes et tout, etc., l'intérieur vidé. Bah, ok, ouais, au quotidien, c'est rabaissé, c'est contraignant, mais par contre, quand il va s'amuser dans un col,
sa caisse, elle est vissée au sol, il joue avec et tout, etc. Il y a une finalité, et la finalité, elle est de rouler. Sur beaucoup de modes de tuning, la bagnole, elle est faite pour tout, sauf pour rouler, quoi. Et pour une voiture, je trouve ça assez dommage, en fait. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. Non, franchement. Surtout que les mecs au Japon, ils te font ça sur une R35, quoi. Ouais. Ils te font ça sur une Supra MK4. Je te rejoins. Sur certaines bagnoles, quand ils te font ça sur des VIP, des grosses berlines, des Nissan Cefiro, des trucs comme ça, tu dis bon, allez, limite, c'est pas forcément des berlines à l'esprit sportif. Bon, allez, c'est des caisses où tu vas cruiser, allez, passe encore. Mais sur une Supra MK4, sur une 3000 GT ou sur un 300 ZX, ouais, je te rejoins. Là, tu te dis bon, c'est quand même dommage. Ça mérite plus un esprit racing qu'un esprit camber. Ils ont castré la bagnole, quoi. C'est ça. Toutes les qualités qu'elle avait à sa sortie d'usine, elles sont plus là, quoi. Et donc vous vous rappelez des tendances qu'il y avait, ouais, on en parlait un peu tout à l'heure, toutes les tendances qu'il y a eu dans le tuning. Donc tu disais, ouais, Bruno, les rétro M3. Ouais, tu avais aussi les peintures flashing. Il y a eu les peintures caméléon. C'est ça. Ouais. Tu as eu la grande mode Fast and Furious. Ça a démarré avec le blanc nacré quand même, hein. Le nacré bleu, le nacré rouge, le nacré rose, le nacré violet, le blanc nacré. Putain, ça fait des victimes, ça aussi, hein. Mais le caméléon, c'était une grosse tendance, quoi. Ouais. Après, tu parlais de la mode Fast and Furious, c'est dit, elle, en France, elle a fait du dégât, quoi. Parce que effectivement, quand tu fais un Civic EK ou quelque chose dans le genre en mode Fast and Furious, c'est crédible. Mais quand le style Fast and Furious a commencé à s'attaquer au 306 Turbo D, là, on est parti très loin, je trouve. C'était un peu incroyable ce qu'on voyait à l'époque. Il y a eu les ailerons, l'aileron Cosworth, qui fleurissait sur la plupart des hatchbacks. Les mecs, ils essayaient de mettre un aileron Cosworth. Après, il y a eu justement, après Fast and Furious, la mode des ailerons, le pseudo-carbone sur les deux pattes. Et là, c'était toutes les berlines, les mecs qui te foutaient une table de camping sur le coffre. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, bien entendu, et encore celle-là, je pense qu'elle n'est pas passée parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus, on en va revenir, c'est la mode des néons qui aujourd'hui a été remplacée par les LED multicolores, à télécommande. Moi, de temps en temps, j'ai largement lâché l'affaire, mais de temps en temps, je vais faire un petit tour quand je me fais chier les vendredis ou les samedis soirs sur les parkings des Castorama, où tu as toujours un endroit où ça se réunit. Alors, et je trouve qu'on revoit de plus en plus les néons débarquer. À l'ancienne, tu avais la mode fin années 80, début années 90, des stickers de lunettes arrière aussi. Le légendaire The Golf Touch, The Touch. Putain. Mais ça, c'était incroyable. Surtout que la plupart du temps, le mec, il mettait que ça, quoi. Il changeait même pas les jantes, il était en jante tôle d'origine et tout. Il y avait juste l'autocollant sur sa lunette arrière d'1 mètre carré. Finalement, on se rend compte que les années passent, c'est juste que les choses évoluent. Regarde aujourd'hui, la mode là, qui est en train d'arriver, c'est la tôle élargie. Ouais. Ça fait 2-3 ans que ça s'installe et là, ça y est, là. Moi, j'ai plein de mecs autour de moi qui me disent non, mais je vais virer mes jantes alu. Ah bon, non, je vais passer sur la tôle élargie. C'est cyclique en fait, la tôle élargie. C'était une des bases du German. Voilà, mais c'est ça. En fait, on est en train je te rejoins à 200%. On revient sur du German look. Les jantes en 19, 18, c'est fini. Aujourd'hui, on reste plus sobre, du 15, 16, allez, limite 17. On essaye de travailler son fitment. C'était ni plus ni moins que ce que faisaient les German. Bon, ils étaient en 14, 15 pouces. 15 pouces, c'était normalement le maximum sur du German. Les kits carrosserie, aujourd'hui, c'est pareil, ça s'est un peu assagi. On va pas parler de Rowelt, on va pas parler de Liberty Walk, on va pas parler de Pandem qui font des trucs totalement débiles, mais quand même sur des bases déjà assez premium. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu roules en polo, tu peux essayer d'y mettre un kit Liberty Walk. À l'époque, tu avais du Custo, tu avais du PAM, t'en avais des marques. Aujourd'hui, tout ça s'est un peu terminé. Par contre, il y a les Fender Flare qui sont en train d'arriver, qui justement vont bien avec les tôles élargies. Puis l'investissement est moindre, quoi. Un jeu de Fender Flare sur Wish, c'est quand même beaucoup moins cher. Oui, bien entendu, avec Wish, ouais.
Bon, à l'époque, on avait aussi des marques. Hein. Il y avait JR, je sais pas si vous vous rappelez, qui faisait des kits à morceaux. On avait bon après il y a eu du dégât. Hein. C'est vrai que entrée 2010, le tuning est passé un peu de mode. Ça s'est vachement cuté. Puis bon, il y a après, il y avait quand même des boîtes qui sortaient des produits qualitatifs. Hein. Moi, oui. Je me rappelle des skis auto à l'époque, qui étaient quand même un peu. C'était propre. C'était la crème de la crème, quoi. On va dire, c'était un des rares fabricants qui faisait vraiment des trucs de bon goût. Et dans les gens qui avaient, TSW. Voilà, TSW, les fameuses Venom qu'on voyait de partout, les TSW Venom. Tout le monde les avait. Et les Evo R. C'est ça. Mon fils a 4 TSW sur sa 206. Quand il est revenu, il me dit papa, j'ai trouvé des jantes d'occasion. Bim, je l'ai vu débarquer. Et l'autre fois, j'ai mon deuxième fils qui a eu son permis là il y a pas longtemps, qui m'a dit tiens, je me cherche des jantes talus. Je suis en train de le travailler au corps pour qu'il mette 4 Venom. Oh là là. Celle-là, on les a vus partout aussi. C'est clair, sur tous les projets. Ouais, mais tu vois, c'est marrant. Je trouve que finalement, avec le temps, regarde comme les bébés SRS. Ouais, c'est devenu des indémodables et c'est devenu des valeurs sûres. Et je trouve que les Venom, moi, j'en suis convaincu, d'ici quelques années, on va peut-être revenir. Moi, par exemple, tu vois, quand les mecs nous disent faut pas modifier une bagnole, je suis. Bon, bien entendu, pas tout le temps, et pas d'accord avec eux. Mais moi, j'aime bien, par exemple, quand tu modifies une 205 GTI, mettre des jantes modernes, des mecs qui vont te mettre des TE37 sur une 205 GTI, non. Tu sais, il y a un quiproquo au niveau de la chronologie des choses. Par contre, tu remets 4 PTS, tu l'habilles avec des accessoires de l'époque, un kit mousquetier pour 205 GTI, même le sacro-saint kit Dima. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais vous, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le bonus Hugh, mettre un kit Dima sur une 205 GTI, il y en a qui hurlent au scandale. Ça gênait personne il y a 20 ans. Au contraire, je suis sûr que ceux qui hurlent au scandale aujourd'hui, ils se paluchaient sur une 205 GTI Dima il y a 20 ans. Mais enfin, à l'époque, la 205 GTI, elle coûtait 2000 balles, donc tout le monde s'en battait les couilles. Donc, finalement, c'est qu'une question de valeur, tu vois, une question de curseur où on la positionne en disant, aujourd'hui, ça vaut cher, donc il faut pas toucher. À l'époque, ça valait rien, on pouvait se permettre. Ouais, bon, tu vois, pour les TE37 sur la 205, je suis pas d'accord avec toi. Si on a un auditeur qui maîtrise un peu Photoshop, bien posé au sol là, avec un petit moins 6, je dis pas que c'est pas beau, 205 automatique et une calandre sensible, juste ça et puis les 4 volts. Je dis pas que c'est pas beau, hein. Je dis juste que je trouve que voilà, aujourd'hui, oui, modifier une 205 GTI, autant le faire avec, comme on la faisait à l'époque. Alors ça, on le voit beaucoup, notamment sur les Américaines. Tu vois, les mecs qui te font un resto sur une Américaine. Comme à l'époque, c'est-à-dire avec 25 kilos de mastic. Non, sans rentrer après. Et des dauphins, l'aérographe sur les portières. Le capot de 205 automatique, quoi. Obligé. C'est un basique. Comme le mec qui mettait la prise d'air 16S sur sa Clio Chippy, tu vois. 1,9 litre 9D. Voilà. C'était obligé tout ça. Non, c'est vrai que après moi le tuning ça m'a jamais trop dérangé, ça me dérange pas encore aujourd'hui. Honnêtement, ça je pense que c'est un peu la philosophie des LEDMV. Finalement, chacun fait ce qu'il veut avec sa bagnole, c'est sa thune. Hein. Si le mec il veut, même s'il veut la gâcher, limite, tant pis. On l'a vu dans une émission justement, on en parlait tout à l'heure de Jerry de Wheelers Dealers où ils ont repassé une Clio Williams qui a été un peu massacrée par le tuning. Ils l'ont repassé d'origine, donc quelque part, ça se refait. Après, je veux dire, oui, il faut un peu de thunes, mais enfin, de toute façon, une bagnole aujourd'hui modifiée, elle prend pas de la valeur. Il y a peut-être qu'aux États-Unis où certaines signatures font que la caisse prend un peu de valeur. En France, c'est pas le cas. Après, ça dépend. Hein. Je sais pas si tu as vu sur une des ventes à Gut, il y avait une 309 Dima avant. Elle a été vendue à 39 000 €, je crois. Hein. Alors, est-ce qu'elle est partie, cette 309 ? Parce que le mec, ça fait quand même un moment qu'on la voit passer sur Benzine, elle est passée sur Acurial, elle n'est pas partie. Est-ce qu'elle a été vendue ou pas, finalement, cette bagnole ? Écoute, je crois, hein, parce que la dernière fois, j'étais passé sur le site à Gut et j'ai vu 39 000 et quelques euros. Donc, je pense qu'elle a été vendue. Ouais, mais est-ce qu'elle a été vendue ou est-ce qu'elle n'a pas atteint le prix de réserve ? Parce que je crois que... je crois que le mec, il en veut cher. Hein. Bon, elle les vaut, hein, parce qu'elle n'a pas beaucoup de bord, en plus, elle a le turbo, je crois, sous le capot. C'est ça, un compresseur. Un compresseur. Ouais. Mais comme quoi, tu vois, des beaux tuning, ça peut encore se vendre encore. Hein. Non, mais ça, moi, je pense que voilà. Et puis, je pense qu'avec le temps, ça va gagner, pas en valeur, mais peut-être en notoriété. On le voit vraiment chez les préparateurs des années 80, les préparateurs allemands,
Donc justement, on en parlait tout à l'heure, Koenig, Roof. Faut pas oublier que tout ça aujourd'hui, T-Cart. Alors bon, bien sûr, on est sur le premium, mais par exemple, ABT ou Oettinger, faut pas oublier que la Golf Oettinger, à la base, c'était du tuning, quoi. Donc seulement, le temps a fait que ça a gagné de la notoriété. On s'est rendu compte que c'était quand même, comme tu disais, Martin, tout à l'heure, il y avait quand même certains mecs qui faisaient du qualitatif. On s'est rendu compte aussi que ça tenait dans le temps. Et puis, la bagnole, petit à petit, elle a pris de la valeur. Moi, je pense que Dima, faut pas oublier quand même que Dima, les kits sur les 306 Maxi, c'était du Dima, quoi. C'était officialisé. C'était. On pouvait les acheter en concession. Oui, non, mais voilà. Pareil, il y a eu après des partenariats. Irmscher, tu achetais les kits Irmscher chez les concessionnaires Opel. Tout comme dans les années 80, chez Peugeot, tu pouvais acheter des pièces perfo pour 505 C'est ça. vendues dans le réseau. Et 505 GTI Danielson, ça marche. T'imagines, tu ferais ça aujourd'hui? Les marques l'ont compris, regarde, elles ont tous un département en personnalisation maintenant. Ouais, voilà, Alpina, bon, tu me diras, Alpina est devenu constructeur, mais même s'ils n'ont pas encore fait forcément mais AMG a été absorbé. Non, c'est vrai que c'est resté Nismo. Enfin, non, je crois que Nismo, c'était déjà le département sportif, hein. Mais c'est vrai que il y a qu'en France où, c'est vrai, encore une fois, on a fait machine arrière là-dessus. Aujourd'hui, on n'ose plus trop. Bon, il y a que nous. Parce que tu vas au Japon, tu peux presque te commander des pièces Mugen chez ton concessionnaire Honda, quoi. Mais au Japon, ils se sont calmés un peu aussi, quand même. Ils commencent à se faire bouffer par l'écologie, hein, là-bas. Alors déjà, c'était le cas, ils avaient les K-Cars qui leur donnaient un peu bonne conscience. Mais aujourd'hui... T'entends plus trop parler des bouclards qui faisaient rêver au début des années 2000. Qui je te rejoins. La performance absolue, les Joule, les top secrets. Ouais, les top secrets, les trucs comme ça, Velside. Aujourd'hui, c'est fini, on n'en entend plus. C'est incroyable, ça. Ouais, Velside, je crois qu'ils ont fini par couler quand ils se il me semble qu'il y en a un. Il y avait, chez Honda, il y avait Spoon. Spoon, à un moment, tout le monde voulait du Spoon. Et puis finalement, je pense qu'ils œuvrent toujours, mais ça a dû, la tendance a dû passer. Puis bon, faut pas oublier que, attention, il y a moins de bases aujourd'hui. Avant, je veux dire, Spoon, c'était bon parce que tu prenais une Civic VTI était accessible. Aujourd'hui, si tu veux commencer, il faut taper à la Tipper, quoi. Parce qu'en dessous, t'as plus rien, hein. C'est vrai que je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué. C'est l'avancée technologique des voitures. Voilà. En fait, tu vois, à l'époque, dans les années 90, même au début des années 2000, les caisses sur lesquelles les mecs bossaient, je vais pas dire que c'était simple à travailler, mais un peu quand même, tu vois, ça se démontait facilement, tu avais un peu de place pour bosser et tout, etc. C'était des organes mécaniques relativement simples. C'était dans un coin de garage avec quelques compétences, tu pouvais la transformer. Et aujourd'hui, les bagnoles, tu vois les mécaniques avec une électronique omniprésente, des sondes de tous les côtés, ou si tu la tournes d'un demi-degré, le truc, tu as un message d'erreur au tableau de bord. Donc déjà, le moteur qui touche plus. La carrosserie, c'est pareil. Les éléments, ils ont des formes de plus en plus torturées, avec toutes les structures déformables et tout ce bordel. Ce qui fait qu'en fait, la caisse, tu peux plus y toucher, quoi. Tu l'emmènes chez ton concessionnaire, il met la valise pour la faire tourner. C'est ça, ils te font péter la garantie, ils t'emmerdent, exactement. Alors si aujourd'hui, t'as les reprog, voilà, c'est ça, les mecs, ils viennent te dire, j'ai un stage type 3012, ça marche d'enfer. Et encore avec les putains de multiplexage, quand tu vois une A45 AMG, est-ce que aujourd'hui, je veux dire... moi, je pense que petit à petit, ils ont tué ce mode-là de dire je mettais une ligne, machin. Déjà, les bagnoles aujourd'hui, tu les achètes plus, tu les prends un LOA ou un LLD pendant 48 mois, donc tu es obligé de la rendre comme on te l'a livré. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, écoute, est-ce qu'on va réussir à tuer le tuning ou est-ce que ça va encore? Bon, on va voir dans les années. Oui, sur les anciennes, ça restera toujours une tendance. Sur les modernes, à mon avis, ça sera plus compliqué. Il restera un peu de balles old school. T'auras des mecs qui seront toujours dans le délire de faire un truc qui avait une gueule sympa, qui ressemblait à celle qu'ils avaient quand ils avaient 20 piges. La nostalgie. L'époque où faire celle qu'ils n'ont jamais pu faire quand ils avaient 20 piges, quoi. Donc, je sais plus où j'en étais. C'est ce que je voulais dire. Donc soit ce qu'ils avaient déjà fait à l'époque, soit ce qu'ils auraient voulu faire, mais qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils n'avaient pas le budget ou pas la bonne bagnole ou plein de choses comme ça, tu vois. C'est ce qu'on disait en fait. C'est vrai qu'à l'époque, je pense que déjà se faire plaisir sur une bagnole, c'était un peu plus accessible. Aujourd'hui, quand tu prends les caisses actuelles, les sportives,
Le ticket d'entrée aujourd'hui, quand tu veux t'acheter une sportive moderne, c'est quoi? C'est une Fiesta ST. C'est, je veux dire, aujourd'hui, si t'as pas un peu de thunes, alors tu peux te rapatrier sur de l'occasion. Sauf que l'occasion aujourd'hui, si tu veux vraiment rentrer dans des trucs sympathiques, avec le bonus Hugh, c'est quasiment devenu intouchable. Clio 16S, GT Turbo 205 GTI. Il reste plus que ces sportifs qui ont, même d'ailleurs, j'allais dire les sportifs qui ont le cul entre deux chaises comme la 206 RC ou la Clio RS. Mais tu prends les Clio RS, ça commence à piquer aussi, les 206 RC. Ou alors lesquelles, elles ont 300 000 bornes, elles sont complètement rincées et machin. Je pense qu'en fait, déjà, les caisses sur lesquelles on faisait du tuning avant, elles sont peut-être déjà aujourd'hui un peu moins accessibles. Il y a ce côté Youngtimer qui a fait que aujourd'hui, les mecs, ils osent plus trop les toucher, ils osent plutôt faire quelque chose dessus. Et puis, voilà. Et on en arrive, comme tu disais au début de l'émission, où aujourd'hui, quand tu vas sur un Rasso tuning stance, ou du moins prépa, peu importe, tu lèves le capot, regarde, tu vas sur les VV Days ou les trucs comme ça, Bruno, t'es bien placé aussi parce que VV c'est dans le rue. Tu trouves quoi aujourd'hui où t'as des mecs qui ont vraiment de la thune et qui te font ça sur du R32, ou la plupart, les trois quarts, c'est du TDI, quoi. Ouais, beaucoup. Les caisses sont belles, mais bon, c'est du TDI 150, du TDI, voilà. Donc, tu prends de l'ABM, les mecs, c'est du 320D, du 330D. Je te rejoins, moi, après, pour moi, je trouve tu vois, limite, ça me gâche plus de faire ça sur une caisse qui a 100 chevaux sous le capot que de le faire à l'espagnol ou avec du camber comme ça, quoi, tu vois. Après, tu peux faire aussi un petit projet qui coûte pas cher, low cost et qui a une gueule, mais faut rester, on va dire, humble, modeste. Je voyais passer sur la page de Quintole il y a pas longtemps, là, un mec qui s'est tapé un délire avec une vieille Super 5 Saga blanche, qui est le plus bas de gamme, voilà, avec les extensions d'ailes posées en tôle élargie. Pour aller au boulot, c'est un petit délit qui n'a pas dû coûter très cher, qui est fiable, qui consomme pas. C'est plus sympa que d'acheter une Zoé, quoi. Donc, il y a encore moyen de faire des trucs cool, quoi, mais tout en restant soft, quoi. Il y a le pote aussi, là, Alain, qui est passé 3 fois sur de l'essence dans mes veines avec ses Corsa et plus récemment avec sa Vectra V6 bleue. Je vous avais mis des photos, je sais pas si vous l'avez vu. Il avait monté en délit, il s'était acheté une Opel, parce que lui, il est branché Opel, il est piqué Opel des orteils jusqu'au sommet du crâne. Il s'était acheté une Vectra 1,7 litre TD, si je dis pas de conneries. Il y avait foutu une lame 4 tôles élargie, il avait fait une peinture et en plus il avait fait à la Montana, mais putain, un résultat, à tomber par terre. Il avait repris les couleurs des Opel Vectra du BTCC, du DTM, c'est blanche avec les bandes jaunes, là. Ouais. Franchement, elle tuait. Et d'ailleurs, il s'en est fait son délit. Quand il a commencé à poster les photos, dire voilà, allez, je me suis fait plaisir, ça lui a coûté, entre les tôles élargies, il a même pas foutu 1000 balles dedans, quoi, parce que de la Montana, bon, il est carrossier de métier, donc pour faire une belle Montana, ça aide aussi. Mais entre ça, la caisse, elle lui est revenue à Zombie. Mais quand il a commencé à poster les premières photos, il s'est fait harceler de demandes pour la lui acheter, si bien que la bagnole, au bout de 10 jours, il a dit bon, c'est bon, il l'a vendue et il s'est acheté là une merguez à 3 francs 6 sous pour se refaire un délit parce qu'il s'est retrouvé à pied du jour au lendemain comme un con. Et comme quoi, malgré tout, ça attire encore les gens, ces petits délires. Mais je te dis, moi, je trouve que c'est l'esprit en fait qui a évolué. Le truc un peu, je te dis, où on chargeait, et à un moment, tu sais, tu dépassais la frontière du bon goût et du mauvais goût. Voilà, parce que la frontière, des fois, elle est pas. On en revient avec le camber. Tu mets des belles jantes, tu mets du machin, mais dès que tu commences là, après, ça commence à devenir borderline. Et puis, bon, après, oui, on rentre après où c'est vraiment personnel. Bon, si le mec, ça lui plaît, écoute, tant mieux, qu'il se fasse plaisir. Après tout, c'est son pognon. Moi, tant qu'il ne vient pas taper sur mon compte en banque, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que, après, c'est un peu le défaut des réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, les gens ne savent dire que s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Ils ne savent pas dire, ouais, bon, le boulot est là, c'est pas mon kiff. Donc, c'est un peu différent. Après, j'ai envie de te dire, les réseaux, c'est autre chose. Après, comme on dit,
pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Tu peux faire ce que tu veux sur ta bagnole et puis rouler avec tous les jours. Tu n'es pas obligé de la mettre sur Internet pour recueillir l'avis éclairé. Ouais, mais Tana, t'as vu, ils savent même pas acheter 4 jantes sans demander l'avis des réseaux sociaux. Non, Alors ça, moi, je vais dire, quoi. pour moi, ça, c'est le mec qui fait un post sur les réseaux sociaux en disant, je vais acheter une bagnole. Qu'est-ce que vous pensez? Ou je vais changer mes jantes. Qu'est-ce que vous pensez? Pour moi, on a touché au paroxysme du je n'ai pas de personnalité. Carrément. Pour moi, c'est le pire. Moi, je l'ai eu fait il y a des années. J'ai acheté 4 jantes. J'ai demandé l'avis à l'époque, on était sur des forums. J'ai demandé, et à l'arrivée, je me suis retrouvé avec 4 jantes qui ne me plaisaient pas à moi. Mais parce que tout le monde me dit, mais si, mais ça, mais comme ci, mais comme ça. Et je trouve que c'est le pire parce qu'à un moment, bon, les jantes, je les ai gardées 6 mois, je les ai revendues, puis après, j'ai acheté les jantes que je voulais acheter. Mais je trouve que c'est dommage. Justement, arrêtez de demander l'avis à n'importe qui, on s'en bat. Là, encore l'autre fois, j'ai un pote qui a posté un truc, tu sais, il a une Audi RS4 et il voulait peindre un truc au niveau de la calandre ou je sais pas où. Il a fait 2 virtuels, il l'a posté sur un groupe, il a marqué « Bon, alors, je fais quoi ?» Alors, bien entendu, tu as tous les débats qui ont débarqué, mais fais ci, mais non, fais ça, mais non, mais… Et moi, je suis arrivé, j'ai dit « Mais Coco, fais comme tu veux, toi. C'est ta bagnole, c'est toi qui vas le faire. Fais ce qui te plaît à toi. » Ben écoute, il m'a fait un message, il m'a dit, je te remercie, finalement, ouais, quoi. Il me dit, moi, j'aime bien en rouge. Ben, j'ai dit, fais en rouge. J'ai dit, tu sais, des fois, tu te demandes, est-ce que les gens, ils font ça pour eux? Ou est-ce qu'ils font ça pour les autres? Tu vois, on en revient Je pense que c'est plus pour les autres. Hein. Ouais, mais c'est malheureux. Quand t'en arrives là, t'es malheureux dans ta vie. Hein. Ça, c'est clair. Donc, chaque fois que j'ai fait mes bagnoles, je les ai fait sans demander à qui que ce soit le choix des pièces, quoi. Elle me plaisait à moi, elle plaisait pas aux autres, je m'en battais. Exactement. Donc, et moi, je trouve que ça, c'est vraiment, je te rejoins, Martin, c'est vraiment le reflet des réseaux sociaux où tu vois que les gens, ils ont plus de goût, ils ont plus d'avis, tu sais, ils sont plus capables de dire, bah, tiens, écoute, finalement, c'est moi qui vais payer, c'est ma bagnole, ça te plaît pas. Moi, c'est ce que, quand je faisais mes t-shirts de l'essence dans mes veines, des fois, j'ai des potes qui me faisaient un message, ah, j'aime pas trop. Ben, écoute, ça tombe bien, je l'ai pas fait pour toi. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire? À un moment, tu fais ça, déjà d'une passe. Moi, c'est pareil. Dans la boutique de l'essence dans mes veines, il y a des t-shirts où les dessins ne me plaisent pas à moi. Quand je les fais, je dis, ah, putain, il est pas terrible, celui-là, t'as merdé. Et ma femme, elle passe derrière, elle fait, oh, il est sympa ton dessin. Bon, ben, je pars du principe qu'à partir du moment où ça plaît à quelqu'un, eh ben, tant mieux. C'est le principal, quoi. C'est pas spécialement fait pour que ça me plaise à moi. Un peu comme nos articles, hein, d'ailleurs. Hein. Des fois, on parle de bagnole. Moi, je sais que des fois, je prends des bagnoles en disant, tiens, je vais parler de cette bagnole, non pas parce qu'elle me plaît, et justement, je me dis, bah tiens, ça va être l'occasion de la découvrir. Et ça a été le cas, on en parlait l'autre fois de l'Ital Design 01, où bon, c'est pas trop ma tasse de thé, genre de bagnole. Et puis finalement, bah, tu découvres des choses en écrivant, puis tu dis, bah tiens, ouais, c'est pas. Je me faisais une idée, je me faisais des a priori, tu sais, toujours pareil, je me faisais j'étais coincé dans mes clichés, puis finalement, bah non, c'est pas comme je me l'imaginais. Quand tu y réfléchis, en fait, là, on a digressé un peu pour parler de la tendance sur les réseaux et tout, mais sur le tuning, t'es carrément à fond là-dedans aussi, en fait. Quand tu vois les tendances et tout, les gens qui font tous la même chose, etc., faut voir que il y a quand même une dimension frime, besoin de reconnaissance, qui est vraiment importante. Dit pour un mec qui est vraiment passionné par la bagnole, qui aime la caisse qu'il a achetée et qui veut en faire quelque chose d'encore plus chouette, combien t'en as qui mettent des sous dans leur bagnole juste pour se la raconter en sortie de boîte de nuit, faire le beau sur les parkings et avoir l'ego flatté quand on leur dit « Oh putain, elle claque ta caisse ». Pour moi, c'est vraiment un problème sociétal aujourd'hui, ça. Moi, quand on me parle, alors, souvent j'ai le débat, hein. Quand les mecs me disent, mais non, mais il y a encore beaucoup de passionnés de bagnole, regarde, quand tu vas, les mecs qui roulent en R35. Moi, honnêtement, je suis pas convaincu qu'il y ait autant de passionnés de bagnole. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par l'image que va refléter la voiture. Oh, c'est ça. Voilà. Mais des vrais passionnés de bagnole, moi encore l'autre fois, on m'a fait la réflexion, ouais, mais qu'est-ce que tu t'es fait chier qu'une Jaguar XJ40, ça pèse 1,8 tonne, ça avance pas. Ah bon? Parce qu'il faut être devant les autres pour aimer les bagnoles, quoi. Et moi, le mec qui me dit ça, ben, je me dis, je suis désolé. Moi, j'aime les bagnoles parce que j'ai acheté cette bagnole parce que je me suis fait plaisir. Tout simplement. J'ai pas besoin d'être devant je m'en bats les couilles, moi, ce côté, ma fiche technique, j'ai 300 chevaux. Non, je me suis fait plaisir parce qu'il y a un moment, ben, moi, j'aime bien rouler à mon âge maintenant, le coude à la portière, autour de chez moi, là, dans le Luberon. Tu sais, on a plein de petites routes fracassées, machin, tout ça. Ils ne refont pas l'asphalte tous les ans.
Quand tu roules dans ce genre de bagnole, c'est confortable, c'est cool. T'as pas envie de rouler comme un con parce que tu sais que tu le tonnes vite de toute façon. Mais ouais, tu sais, c'est la différence entre le mec qui va se faire péter le bide au cassoulet, le mec qui va bouffer au McDo ou tacos parce qu'il est fan de ça, et le mec qui, une fois tous les 3 mois, se paye un étoilé Michelin. Moi, je l'ai fait une fois, je me suis payé une fois un étoilé. Je reconnais, c'est pas ma tasse de thé. Demain, j'aurai des millions sur un compte en banque. J'irai, mais il y a un petit côté savoureux que tu trouves au niveau des goûts, au niveau, tu vois, que tu dis effectivement, tu comprends pourquoi. Et puis après, c'est toujours pareil. Les gens, ils ont du mal bon, ça, on est sorti un peu du sujet, mais je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les gens, ils ont du mal, comme on disait l'autre fois, cette ouverture d'esprit et respecter ce libre arbitre, les choix de chacun. Et aujourd'hui, où il faut être d'accord avec les gens, ou si tu n'es pas d'accord, tu te fais dénigrer. C'est ce qu'on voit dans les voitures transformées, c'est ce qu'on voit dans le tuning, c'est ce qu'on voit dans le stance. Moi, je trouve, heureusement, putain, dans la société dans laquelle on vit, les gars, heureusement qu'on a encore de la chance de ne pas être d'accord, quoi. Parce que le jour où on va nous imposer, et c'est ce qui est en train d'arriver, finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu ça, c'est le reflet de la pensée unique. Tu as la pensée des gens, et si toi, tu n'es pas d'accord, tu te fais insulter, tu te fais dénigrer, tu te fais... Putain, mais les mecs, heureusement qu'on a encore le droit de ne pas être d'accord et qu'on a le droit encore d'être libre de nos opinions. Parce que le jour où on va nous foutre dans ce créneau, vous avez qu'à lire 1984 de George Orwell, et vous allez voir ce que c'est, parce qu'on y va tout droit, quoi. J'espère que il a une minute de culture de l'essence dans mes verres. J'espère que la pensée unique, ça sera pas le Camber, parce que personne. Les réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est un peu ça, tu vois. Le mec qui n'est pas d'accord et qui pense différemment, limite, il vaut mieux ne pas le dire sur les réseaux sociaux, parce que tu te fais démonter. Et d'ailleurs, on le voit, nous, c'est notre quotidien. C'est moi qui gère la page de l'essence dans mes veines. C'est notre quotidien avec les commentaires. Moi, je trouve toujours ça un peu aberrant. Tu postes un truc, tu as 200 likes, 40 partages, un commentaire, c'est un mec qui vient pour dénigrer ou pour dire le fameux « c'est dégueulasse ». Alors moi, ce mot-là, j'ai du mal. Pour moi, c'est j'arrive pas. Le « c'est dégueulasse », j'arrive pas. C'est pour moi, c'est le vide intersidéral, intercostal qui fait que c'est dégueulasse. Ouais, bon, ok. Comme tu disais, bravo Captain Obvious. Là, on a un argument, mais alors digne d'un prix Nobel d'intelligence, quoi. Heureusement qu'il n'existe pas, mais et voilà. Bon, écoutez, on s'est vachement échappé. Bon, quoi qu'il en soit, tuning ou pas tuning, finalement, quelque part, je crois qu'on en a tous à un moment ou à un autre, un jour ou un autre dans notre vie, on a tous fait du tuning, hein. Ne serait-ce qu'en changeant un autoradio, ne serait-ce qu'en mettant 4 secours, ne serait-ce qu'en mettant un pot d'échappement, ne serait-ce qu'en mettant des stickers de l'essence dans mes veines à vendre sur notre shop Red Bubble. Allez-y, c'est gratuit. Voilà. Ou en mettant une PlayStation. Je pense qu'on y est tous passés un jour ou un autre par tuning. Oh, puis il y a des restes un petit peu. Hein. J'avoue, je fais une confession, j'ai des feux à LED sur ma Focus. On l'a oublié celle-là dans les tendances, les feux Lexus. Les feux Lexus, ça a été quelque chose. On l'a oublié celle-là. Mais moi, pareil, tu vois, j'ai 4 BBS en 18 et double silencieux Remus. C'est la prochaine. Je sais que déjà mes Ronal R50 en 18, elles vont passer sur la Mercos, quoi. Voilà. Des petits combinés TA Technics, peut-être un petit silencieux inox et puis la caisse de vieux, on va la rendre différente. C'est peut-être ça, justement. Et le tuning, c'était peut-être des reprog stage 12 et demi. Ouais, stage 12. Je vais mettre la poulie sur le compresseur. Bon, les gars, écoutez, je vous remercie en tout cas. C'était bien agréable ce petit voyage dans le passé. Puis bon, on vous donne rendez-vous dans un prochain podcast de l'essence dans mes veines. Et voilà. Martin, Bruno, merci. Et puis à la prochaine alors. Hein. Merci à toi. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.